sommes en direct jusqu'à 1h et vous avez entièrement carte blanche pour composer le menu de l'émission en fonction de votre humeur et des thèmes que vous avez envie d'aborder. Julie et Assiba vont se faire un plaisir de vous accueillir au 39 21 sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors j'ai reçu quelques mails suite au témoignage de Muriel qui nous parlait hier de sa relation qui avait duré 10 mois, relation donc qui s'était terminée avec un homme qui était dans une relation très fusionnelle avec elle, puisque dès les premiers jours de leur histoire, il ne pouvait pas la quitter alors que leur maison était mitoyenne, mais il était pris de vertige vraiment au sens propre du terme, et il était très angoissé à l'idée de la quitter, et Muriel donnait beaucoup à cet homme, et elle disait que c'était dans sa problématique à elle de donner beaucoup parce qu'elle n'avait pas été aimée par sa mère. Alors Brigitte écrit, dit: attention Muriel, vous dites et redites que cet homme a beaucoup de qualités. En êtes-vous si sûre? Le manque d'amour de votre mère fait que vous vous dévalorisez et que vous donnez tout de vous pour combler ce manque de confiance en vous. Attention au don de soi, dit Brigitte, que certains hommes décèlent très bien et dont ils savent se servir à merveille. Avarie connue, dit-elle. Et puis Olivier dit: Muriel n'a-t-elle pas un gros problème de confiance en elle? En effet, rechercher des gens dépendants affectivement, matériellement, etc. permet de fréquenter des personnes qui ont besoin de nous et donc de ne pas avoir à se poser la question s'ils ont simplement envie d'être avec nous. Bonne question. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Romain. Bonsoir. Alors Romain, votre femme vous a quitté après 9 ans de relation et seulement 18 mois de mariage. Voilà, c'est ça, août 2010, un peu plus de 18 mois. J'ai pas fait le compte exactement parce que ça me fait mal, mais bon, c'est pas glorieux quoi, on va dire. Bah, attendez, on va pas dire ça, c'est déjà c'est un peu particulier puisque vous connaissiez bien, vous étiez ensemble donc depuis 9 ans. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que au bout de 9 ans de relation, vous avez décidé de vous marier puisque vous étiez mariés depuis seulement 18 mois? Ah oui, d'abord, avant de commencer, je vous remercie de me prendre à l'antenne. Ah, je vous en prie. C'est pas forcément évident d'étaler ça sur la place publique, mais aujourd'hui, je me pose des questions auxquelles elle ne peut pas me répondre. Donc, je me suis dit peut-être qu'auprès de vous, j'aurai certaines clés. Donc, la demande en mariage est venue de ma part, mûrement réfléchie. Même si, au début de notre relation, on s'est rencontrés quand même assez jeunes. À quel âge? Moi, j'avais 24 ans et elle en avait 20. Alors, de mon côté, je sortais d'une longue relation. Et je l'ai rencontré, mais alors vraiment tout de suite après avoir rompu avec ma précédente petite amie, mais alors vraiment tout de suite après, 15 jours ou 3 semaines après. Donc c'est vrai que au début j'ai eu beaucoup de mal en fait avec elle, parce que c'était tout beau tout rose pendant quelques mois, et puis après j'ai commencé à avoir du mal. Je me suis rendu compte peut-être que j'avais pas fait le deuil de ma précédente relation. Bref, donc j'ai eu du mal comme ça pendant pratiquement 2 ans, 3 ans, et puis finalement... Ah oui, quand même. Oui, j'ai même rompu une fois, et puis je suis revenu. C'était pas top au début de mon côté. Et puis finalement, on s'est retrouvés, parce que bon, au départ, c'était une relation un peu à distance. Elle était étudiante, et moi, je travaillais. Enfin, c'était pas rien n'était simple. Et puis finalement, on a fini par se retrouver, donc en région parisienne. J'ai trouvé du travail là-bas, elle aussi. Oui. Et à partir de là, on s'est installés ensemble. Et à partir du moment où on s'est installés ensemble, les choses ont commencé à se mettre en place dans ma tête, quoi. Ça y est, la relation précédente était digérée. Mes envies, peut-être mes aspirations, les raisons pour lesquelles j'avais quitté ma précédente petite amie, c'est que j'avais envie de profiter d'une période de célibat, d'être
Bon, donc c'est vrai que j'en ai souffert, j'en ai souffert parce que j'avais pas eu cette période-là, mais tout ça a fini par se dissiper parce que, en quotidien, j'étais bien tout simplement, quoi, avec celle qui allait devenir ma femme, quoi. Ça se passait bien. On s'entendait bien. J'ai vu que au départ, pourtant, je suis quand même quelqu'un de très indépendant. J'étais pas forcément en mariage, bébé, famille, tout ça, c'était pas trop pour moi a priori. Et puis en fait, j'ai vu que plus ça passait, plus je me sentais bien là-dedans, et j'ai commencé à me projeter avec elle, quoi. Voilà, j'ai commencé à me projeter, et puis donc après avoir mûrement réfléchi tout ça, je l'ai demandé en mariage. Elle, de son côté, me paraissait très amoureuse, donc ça lui a fait plaisir. J'ai l'impression. On s'est mariés, c'était un superbe mariage. Vraiment, on nageait dans le bonheur et tout se construisait, tout allait bien, quoi. Tout s'enchaînait bien. On avait trouvé du travail tous les deux. On a acheté un appartement, on s'entendait bien. Les tensions entre nous avaient disparu. Après voilà, comme dans tout couple, il y a des choses qui allaient pas, mais malgré tout, la vie s'enchaînait bien. Et puis, première difficulté, peu de temps après le mariage, on a voulu avoir un enfant. Bon, et là, les difficultés ont commencé parce qu'il y avait quelques antécédents médicaux du côté de mon épouse qui a fait que c'était compliqué. Donc, elle a eu des traitements pendant plus d'1 an, des traitements hormonaux, d'abord doux, puis après un peu plus forts, avec des piqûres. Et au début de l'année, on est passé à la vitesse supérieure, on a fait une FIV. D'accord. Ah, elle a fait une FIV. Oui. Pas moi. Oui. Donc une FIV, avec un premier essai en février qui a échoué. Il y avait des embryons congelés. Il était question qu'on fasse un transfert d'embryons congelés en mars, qui n'a pas pu se faire parce que ces cycles étaient perturbés. Mais bon, c'était quand même l'idée. Le 24 mars, on a fêté nos 9 ans. Enfin, j'étais pas là, j'étais à distance, mais on a fêté nos 9 ans de relation. Elle m'a envoyé un mail en me disant qu'elle était très heureuse de ces 9 ans passés avec moi et qu'elle espérait que l'année prochaine, pour nos 10 ans, on soit 3 et qu'elle m'aimait, etc. Et puis, bon, à cette époque-là, j'étais en déplacement professionnel parce que je voyage pas mal. Et quand je suis rentré, fin mars, là, je la sentais moins bien. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai senti un peu plus distante, un peu plus... Et puis, voilà, un soir où je l'ai senti encore un peu moins bien que d'habitude, je suis allé lui parler. Je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression que ça va pas. Dis-moi, est-ce que tu t'es éloigné de moi? Est-ce que c'est ces difficultés qu'on rencontre depuis un peu plus d'1 an qui t'ont éloigné de moi? Et est-ce que tu n'as pas rencontré quelqu'un par hasard? Enfin, c'était pas fortuit parce que j'avais senti qu'il y avait quelqu'un qui lui tournait un petit peu autour, un collègue de travail. Et je l'ai cuisiné comme ça et elle m'a tout avoué. Elle m'a dit, oui, effectivement, je me suis éloigné de toi, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À nouveau, je devais me déplacer pendant 4-5 jours. Elle m'a dit... je t'en avais pas parlé, mais je comptais fermement sur ces quelques jours où tu t'en vas pour faire le point dans ma tête. Je suis parti comme ça. Elle m'a dit, écoute, je vais réfléchir, on en reparle quand tu reviens. Et quand je suis revenu, c'était, elle m'a dit, c'est fini. C'est fini, il y a un truc de cassé. J'ai la conviction que ça ne pourra pas repartir. Et à partir de là, ça s'est enchaîné, mais à une vitesse, un tourbillon, quoi. C'est-à-dire qu'en une semaine, elle avait trouvé un autre appartement. On a évoqué le divorce, on a évoqué le fait de mettre notre appartement en vente. Et là, maintenant, ça a encore avancé depuis. On s'est encore vu aujourd'hui. On garde des contacts pour des choses matérielles. Un tourbillon. Elle a tout balayé. Elle m'a laissé toutes les photos, les souvenirs. Elle m'avait même laissé la boîte à bijoux avec bague de fiançailles, bague de mariage. On avait un chien en commun qu'elle a ramené... on avait un chien qu'elle a ramené à l'élevage où on l'avait acheté. Enfin, elle a tout balayé sans donner l'impression de se retourner, sans donner l'impression Ah oui, elle vous a même pas laissé le chien? Non, non, mais bon, ça c'est d'un commun accord. D'accord, bon. Parce que bon, c'est tout seul, c'était un peu compliqué. Bref, non, mais c'est pas anecdotique, parce que c'est pas vraiment anecdotique, mais c'est un symbole parmi d'autres qui fait qu'elle a tout rejeté d'un coup en bloc, quoi. Et ça s'est passé pendant ces quelques jours de réflexion. Et depuis, je n'ai aucune explication, si ce n'est que la seule chose qu'elle se borne à me dire, c'est écoute, j'ai l'impression que pendant tous ces mois de traitement, tout ça, j'ai changé, ça m'a profondément changé. J'ai perdu mon âme d'enfant, j'ai perdu mon innocence, on s'est éloigné. Oui. Et puis j'ai senti que tu me soutenais pas, tout ce que tu me soutenais pas assez. Je me suis senti seule sentimentalement. Bref, et en parallèle, j'ai appris qu'elle s'était remis avec, qu'elle s'était mise avec son collègue de travail qui est un gars marié qui a 3 enfants.
Oui, elle se donc borne à me dire une histoire compliquée, oui. Ouais, mais Oui. elle se borne à me dire qu'elle me quitte pas pour lui. C'est ce qui est fort possible. Ce qui est Ouais, fort possible. Je pense qu'il y a quelque chose de certainement de plus profond et qui est, comme elle vous le dit, certainement lié, entre autres choses, mais à ce qui a pu se passer par rapport à cette difficulté à avoir un enfant. Ouais, Il y a beaucoup, malheureusement, c'est souvent une épreuve et une épreuve de vérité pour les couples. Ouais. C'est une épreuve. Déjà, la difficulté de là où la plupart conçoivent un enfant sans trop de difficultés, sans même y penser. Lorsque des couples s'aperçoivent que c'est difficile et doivent avoir recours à, comme vous dites, elle a dû avoir recours à un traitement hormonal qui est lourd. C'est lourd déjà physiquement, psychologiquement. Enfin, c'est fatigant. C'est bon. Alors après, il y a cette première FIV qui échoue. Bon, et en même temps, c'est rare que ça marche la première fois, lors de la première FIV. Bon. Mais c'est souvent, il y a souvent un cheminement personnel, enfin une remise en question presque un peu existentielle à ce moment-là. Donc il y a tout un questionnement personnel, intime, où là elle vous dit qu'elle s'est sentie seule. Mais vous voyez, quand bien même vous étiez présent, parce que vous avez fait d'ailleurs un joli lapsus, vous vous êtes repris tout de suite en disant on a fait une FIV, en disant c'est elle qui l'a fait, c'est pas moi, mais c'était un joli lapsus parce que ça montre que vous étiez très impliqué. J'étais très impliqué, mais, oui, vous étiez... mais en même temps, je lui montrais pas. En fait, elle m'a reproché ça, de pas assez creuser ses angoisses, et c'est vrai. C'est compliqué, vous savez, Romain, parce que de toute façon, dans les faits, c'est quand même elle qui prenait le traitement, c'est elle qui allait, c'est à elle que les embryons, les implanter. Enfin, il se joue quelque chose de très particulier aussi à ce moment-là entre la femme, le gynécologue. L'homme peut se sentir un peu exclu de cette relation à ce moment-là, même si il souhaite être très présent, même si c'est compliqué aussi la place de l'homme dans cette histoire-là. Et avec la meilleure volonté du monde, il peut se sentir un peu exclu. Et après, les femmes ont beau jeu de dire qu'elles se sentaient seules et qu'il n'était pas très présent. Chacun vit comme il peut cette épreuve aussi, parce que c'en est une. Ouais, ça donc ça met le couple à l'épreuve. Alors, il y en a qui peuvent s'en sortir et s'en sortir renforcés, mais d'autres, que ça peut fragiliser et même parfois ça peut mener à la rupture. Donc quand elle vous dit que finalement elle a une relation avec un homme, vous voyez, qui est marié, qui a des enfants, c'est pas forcément pour lui. Elle traverse peut-être une crise, quelque chose de plus profond. Je veux bien l'admettre, mais en tout cas, ça a l'air. Il y a quelque chose. Moi, dans ce que j'entends de ce que vous me dites, il y a quelque chose qui a l'air quand même très. Ça n'a pas l'air d'être un coup de tête, quoi. Ah non, mais c'est pas un coup de tête, et c'est ce que je lui dis aussi, parce que le problème c'est que donc on a des contacts réguliers, mais elle ne me contacte que pour des choses purement matérielles. Et moi, à côté de ça, j'essaie de lui faire comprendre qu'il y a deux choses. Il y a les choses matérielles, je vais pas lui mettre des bâtons dans les roues, et je lui dis, je te mettrai pas de bâtons dans les roues parce qu'il faut pas être, il faut essayer d'être intelligent. Si tu veux partir, je vais pas te retenir, je vais pas t'attacher. Vous pouvez mais pas. Il faut que tu comprennes que tu m'as quitté comme ça brutalement du jour au lendemain, au moment où moi je t'ai tout donné, quoi. On arrivait à un stade ultime de la construction, et puis tu me quittes à un âge, moi j'ai 33 ans, à un âge où c'est pas forcément évident, où je me projetais complètement avec toi. Faut que tu comprennes que... Mais elle aussi. Il faut que tu comprennes que c'est extrêmement grave, quoi. Même si t'as pas commis un crime, mais c'est extrêmement grave ce que tu fais. Donc tu me dois quand même des explications. Mais elle vous en donne? Elle m'en donne pas. Qu'est-ce que vous voudriez? Je crois qu'aucune explication ne pourrait vous satisfaire.
Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est donc vous avez dit qu'une épreuve pareille, c'est une épreuve de vérité pour un couple. Oui. D'accord. Donc la vérité, elle est où? La vérité, c'est que peut-être qu'elle s'est rendue compte à travers ce processus que son amour pour moi n'était pas si profond que ça. Alors elle a qu'à me dire ça au moins. Elle a qu'à me dire ça, je sais pas. Ou autre chose, si c'est autre chose. Mais il n'y a rien qui Est-ce qu'il faut pour autant être blessant? Est-ce que pour autant elle peut garder de l'estime pour vous, de la tendresse pour vous, de l'affection, mais il y a certainement, d'une certaine façon, on peut penser, si elle a pu investir ailleurs, à un moment décidé de désinvestir votre relation, vous avez d'une certaine façon votre réponse. Que les sentiments amoureux ne sont plus ce qu'ils étaient au début de votre relation. Ouais, mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'ils l'ont été un jour en fait. Pourquoi remettez-vous tout en question? Parce que moi, vous voyez, c'est là où vous vous faites du mal inutilement. Déjà, vous êtes malheureux. Pourquoi remettre toute cette relation en question? Puisque vous avez commencé par me dire que vous avez eu du mal à investir la relation, puisque vous, c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs, que vous vous posez la question sur la sincérité de ses sentiments à elle. Mais parce que vous voyez, on n'est pas toujours à l'unisson. On n'est pas toujours on n'aime pas toujours de la même façon au même moment dans une relation. On est différent. Donc vous sortiez d'une longue relation quand vous l'avez rencontrée. Puis 15 jours après, 15 jours après vous la rencontrez. Oui. Effectivement, vous avez mis du temps. Vous dites 2-3 ans avant véritablement d'investir la relation, avant de l'aimer elle. Oui. Ça ne veut pas dire elle ne vous a pas aimé sincèrement et profondément, et peut-être même dès le départ. Si, mais j'ai l'impression en fait que ça s'est croisé, quoi. Elle était le moment où elle était le plus amoureuse de moi, c'est finalement quand je doutais. Et à partir du moment c'est possible, mais ça, je veux dire, vous êtes en train de tout remettre en question. Alors, il y a quand même eu, quand vous doutiez, ça a été 2-3 ans. Vous me dites, vous êtes restés 9 ans ensemble. Donc, il y a quand même eu, on va pas faire des calculs là d'apothicaire, mais vous voyez, il y a quand même eu un long temps. Vous avez été, il y a eu au moins 4-5 ans, vous êtes restés, où vous étiez, on va dire, à l'unisson. Pourquoi vous êtes en train de tout remettre en question sur la sincérité de votre relation? Il se peut après que aussi on évolue différemment, et puis que la question de l'enfant et qui a tardé, et qui n'est pas arrivé au moment où vous l'avez souhaité, a été une épreuve de vérité pour votre couple, pour elle en tout cas. Et finalement, je vais aller plus loin, Romain, et c'est certainement compliqué pour vous à entendre aujourd'hui parce que vous êtes malheureux, et je comprends que vous soyez malheureux, mais dans quelque temps, vous allez peut-être vous dire, cet enfant aurait pu arriver là, et on aurait pu dire, vous auriez eu des premières semaines, des premiers mois de félicité, et puis peut-être que, je sais pas, dans 1 an, le bébé aurait eu 1 an, et puis vous auriez pu, votre couple aurait pu exploser en plein vol. Ça arrive aussi, ça. Vous voyez, parce que vous auriez pu être finalement, dans les premiers temps, bon, évidemment, des heureux parents, hein, parce que c'est un moment de bonheur, mais finalement, des parents, et plus forcément des amoureux. C'est possible. C'est possible aussi. On ne saura pas. On ne saura pas. Mais peut-être que finalement, avec le temps et avec le recul, vous vous direz qu'il en était mieux ainsi. Ouais, là j'ai quand même beaucoup de mal. Mais bien sûr que vous avez du mal parce que vous aviez investi, et d'autant plus que vous étiez plongé dans ce projet-là et que vous le prenez en pleine figure parce que elle, ce qu'elle avait anticipé, vous n'avez pas pu l'anticiper. Mais c'est ça, c'est ce que j'arrive pas bien à comprendre aussi. Et je sais que je comprends quand vous dites qu'il faut rien remettre en question, mais il faut juste, moi je cherche la vérité, je me pose des questions là-dessus, mais
que j'arrive pas très bien à cerner là-dedans, c'est cette brutalité. Parce que quand on vous dit je t'aime 4 jours avant, une semaine avant, même pas, je t'aime et je veux un bébé avec toi, et qu'une semaine après, on a tout balayé sans se retourner, on a pris un appart et tout, j'ai du mal à concevoir quand même que ce soit pas réfléchi de longue date, quoi. Pour moi, c'est une décision quand même qui est assez mûrie, assez... Donc je me dis, à un moment donné, je sais pas, elle m'a menti ou elle m'a... Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait. Et c'est ça qu'elle n'arrive pas très bien à m'expliquer non plus, en fait. Mais parce que je pense que peut-être, bon, elle seule pourrait effectivement le dire, mais dans cette... Je crois qu'on n'aime pas... ça veut pas dire qu'on n'aime plus comme ça du jour au lendemain, forcément, vous voyez. C'est quelque chose de plus subtil aussi. Ça veut pas dire... Elle a, semble-t-il, rien à vous reprocher de majeur. Non, elle me fait des reproches du style tu m'as pas assez soutenu sentimentalement, j'avais l'impression que tu me regardais plus, où je me sentais pas assez aimé, je te sentais pas assez heureux avec moi. Mais ça, c'est des choses qui sont pas vraies. Et quand puis, même, oui, qui sont pas vraies. Alors, évidemment, c'est-à-dire que après, voyez, vous dites que vous cherchez la vérité, mais la vérité, on n'arrive jamais à la vérité puisque chacun a sa vérité. C'est particulièrement vrai dans des histoires d'amour. Chacun a sa vérité. Et c'est pour ça que bien sûr que c'est important, on aimerait tous dans une séparation, surtout quand on l'a subie, ça apaiserait d'avoir que l'autre explique les raisons. Oui. Mais finalement, on s'aperçoit toujours que même pour les personnes qui... et c'est important d'avoir, quand ça fait partie aussi quand on a de l'estime pour l'autre et du respect pour l'autre, on se doit d'avoir un minimum d'explications. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais pour autant, on n'est jamais tout à fait satisfait des réponses que l'autre nous fait dans ces cas-là. Parce que c'est jamais ce que l'on attend vraiment, parce qu'on reste toujours. Il y a toujours un abîme entre les réponses qu'il nous fait et nos pourquoi à nous. Pourquoi finalement à un moment ça s'arrête? Pourquoi il nous retire son amour? Voilà. Pourquoi ça s'interrompt? Pourquoi, vous voyez, ça nous plonge dans un abîme de perplexité, de doute, d'angoisse et de douleur, tout simplement. Bien sûr. Mais non, mais sur le fond, je suis prêt, je suis ouvert d'esprit, je suis prêt à comprendre. Ah, mais c'est même pas une question d'ouverture d'esprit. Hein. On est malheureux quand on est quitté. On est malheureux. Voyez, on a beau être ouvert d'esprit, on est malheureux. Hein. Ouais, mais je veux dire, je peux comprendre. Je peux comprendre ça. Je peux comprendre qu'à un moment donné, elle m'aime plus, ou qu'elle tombe amoureuse d'un autre, ou que je peux comprendre plein de choses. Mais je pense qu'elle avait peut-être besoin. Vous voyez, quand elle dit j'ai perdu mon insouciance, j'ai perdu ma légèreté, j'ai perdu. Vous voyez, peut-être que justement il y a quelque chose là. Elle arrive à quoi? Elle a 29 ans, 30 ans, bon. Oui, c'est ça. Elle doit avoir 30 ans. Tout ça là, c'est au moment où elle pensait que ça allait venir, ce bébé allait venir dans la foulée, elle se posait pas de questions, les choses. Et puis là, elle prend conscience que c'est pas si simple. Tout d'un coup, il y a quelque chose de lourd qui est tombé de l'ordre de la transmission de la vie. Il y a certainement beaucoup de choses qui sont venues comme une espèce de chape de plomb. Et peut-être que justement, vous dites, elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Je suis pas sûre. C'est-à-dire, tomber amoureux, c'est repartir dans une forme de légèreté. C'est comme un échappatoire, c'est quelque chose de, sortir de c'est comme s'échapper d'une lourdeur, de quelque chose qui était lourd là, et finalement malheureusement vous faites partie du package, voyez, de ce bébé qui arrivait pas, de ces traitements, cette fille, voilà, et elle englobe le tout. Ouais, elle englobe tout. Ouais. Alors après, il y a aussi votre relation, le fait qu'elle se sentait plus peut-être regardée suffisamment. Bon, il y a aussi ces 9 ans de relation derrière, ça joue aussi, hein, ça arrive au bout de... Ouais. Oui, il y a tout ça aussi, hein. Et puis là, il y a un homme, il y a un collègue qui lui, il a beau jeu aussi, hein, il passe par là, il la regarde différemment, il a peut-être qu'elle se confie, Ah ben il l'a bien senti, et c'est ça non plus que je comprends pas. C'est ça aussi que j'ai pas compris, et je lui ai dit,
Parce qu'apparemment, donc, elle s'est beaucoup rapprochée de lui sur ces 2-3 derniers mois où elle était au fond du trou, m'a-t-elle dit. Le problème, c'est qu'elle était au fond du trou, mais elle le masquait, elle le masquait d'une force, vous pouvez même pas vous imaginer, quoi. Elle paraissait, mais bien comme tout, quoi. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, même physiquement, ça se voit même pas, quoi. Physiquement, elle paraît en pleine forme. Ses performances. Oui, mais il y a une blessure. Il y a une blessure. Il y a une blessure parce que déjà, le spectre éventuellement d'une stérilité, je ne dis pas que c'est le cas, parce qu'elle peut tout à fait avoir un enfant. Mais oui, mais il y a une angoisse. Il y a une angoisse. Mais elle me l'a dit, elle m'a dit, à un moment donné, je me suis sentie honteuse, nulle, de ne pas pouvoir te donner cet enfant. Vous voyez, il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. Il y a un mal-être profond. Bon, alors, vous n'avez peut-être pas pu suffisamment en parler. Bon, c'est comme ça, il y a quelque chose, et je pense que pour le moment, elle est peut-être pas en mesure de vous donner les explications que vous attendez. Et je crois que de toute façon, comme vous avez dit, on ne peut pas retenir quelqu'un qui veut s'en aller. Non, mais je la retiens pas. Malheureusement, je la retiens pas. Mais c'est pas malheureusement. Vous ne pouvez que, pour le moment, la laisser. Vous verrez bien. Peut-être qu'après tout, si vous êtes vraiment, on ne sait pas, fait l'un pour l'autre, vous vous retrouverez. C'est peut-être une crise qu'elle traverse, une crise profonde, existentielle. Elle a peut-être besoin de vivre autre chose. Peut-être qu'elle reviendra vers vous. Peut-être que vous, entre-temps, vous aurez avancé, évolué, que vous rencontrerez quelqu'un d'autre et que, à ce moment-là, vous n'aurez plus envie si elle revient vers vous. Vous ne savez pas. Mais pour le moment, vous ne pouvez que la laisser s'éloigner. Il y a Yannick qui envoie un petit SMS en disant la brutalité de la décision est probablement à la hauteur du besoin important de protection. Elle a dû souffrir, le tout est de savoir de quoi pour que vous avanciez. Il y a First Lisa qui dit c'est comme si pour elle la coupe était pleine. Ont-ils assez communiqué? Est-ce qu'on communique? On communique jamais assez. Bah oui, c'est toujours le problème. On va accueillir Philippe qui est avec nous au 3921. Bonsoir Philippe. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu intimidé. Non, ça va bien se passer. Mais voilà, je voulais dire à Romain, à votre interlocuteur, à Romain, que voilà, de toute façon, vu l'âge qu'il a, et puis comment dire, il est. Moi, j'ai un vécu de 29 ans avec ma femme et qui est partie il y a 2 ans de ça. J'ai fait un travail sur moi-même. Pendant 2 ans jusqu'à présent, pour me dire si elle était fautive de tout ça. Je l'ai mis fautive de plein de choses et je me rends compte qu'on est à 50% responsable des choses qui arrivent. Ah mais bien sûr. Voilà. Non, mais c'est vrai, et je pense qu'en tant qu'homme, ce que je disais à la standardiste, c'est qu'on est plus peut-être malheureux de séparation qu'une femme va beaucoup plus de l'avant après. Ça dépend des femmes. Pas qu'elle oublie, justement, qu'elle vous oublie. Non. Mais je pense qu'elles vont plus de l'avant. Parce que ce qui m'a permis d'avancer après cette séparation, c'est les femmes. Oui. De quelle façon? J'ai eu des amis, j'ai été bien entouré. Depuis, je vais sur Facebook. Je reconnais qu'à force de parler avec des femmes, avec des hommes aussi, l'expérience que j'en fais maintenant, c'est que je peux dire merci aux femmes qui m'ont permis de les comprendre un peu mieux, un petit peu plus, de les découvrir et de me dire que oui, on est fautif de ce qui arrive. Enfin, fautif. En tout cas, il y a une part de responsabilité. Plutôt que de parler de faute, c'est une relation, c'est à deux là. Donc voilà, il y en a pas un qui est exclusivement responsable de. Voilà, il y a toujours dans les deux cas. Qu'est-ce qui s'est joué pour l'un, pour l'autre. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Philippe, que à ce moment-là, vous avez une réaction, je trouve, très constructive. C'est que vous, au lieu de certains sont un peu amers ou agressifs envers les femmes ou leur font payer quelque chose, ou envers les hommes, quand il s'agit d'une femme. Oui. Vous, au contraire, vous vous êtes rapproché d'elle, mais non pas pour forcément sortir avec elle, dans une relation de séduction, mais
en tant qu'amis. Et c'était intéressant cette démarche pour aussi vous rapprocher d'elle, pour les comprendre aussi. Enfin, ça vous a fait du bien, ça vous a aidé, ça vous a apaisé finalement. Alors, oui, alors si vous préférez, c'est pas forcément pour me rapprocher de mon ex-femme. Disons qu'au départ. Non, je veux dire des femmes en général. Mais je veux dire par là que ma démarche à moi, elle a été, si vous préférez. Elle a été que, bon, au départ, c'est vrai, ma femme est partie avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de complètement différent de moi, et c'est complètement inattendu. Voilà. Ma première réaction à moi, c'était la colère. Et c'est vrai que j'étais très coléreux, et je me suis, défoulé, mais pas défoulé physiquement sur elle, mais défoulé, ça a été des défoulements de quelques heures où j'ai pris ma maison, je l'ai mise à l'envers, j'ai tout vidé et je me suis réapproprié ma maison, et tout ce qu'il y avait à l'intérieur qui nous rapprochait un petit peu, je lui ai tout redonné. Voilà, ça a été ma première colère, et c'est vrai, je le reconnais, et je suis pas en colère contre elle, je serai jamais violent contre elle, parce que ma femme, c'est mon ex-femme maintenant, c'est vrai, mais elle restera toujours bien ancrée dans les murs qui existent dans cette maison, parce qu'elle est là. Bon, ensuite, pour commencer à faire mon travail sur moi-même et me dire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est partie, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive là, c'est que j'ai fait un truc, je sais pas disons que j'ai écrit tous les jours une lettre. J'ai dû le faire pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, j'ai écrit une lettre que je voulais lui envoyer. Et j'ai refait la même lettre, si vous préférez, tous les soirs, en rajoutant quelque chose qui me venait des 29 ans qui s'étaient passés. Si vous préférez, ça fait une longue lettre, alors, ça. Hein. Oui, parce que à chaque fois, vous rajoutiez un chapitre. Voilà. Ouais. En fait, j'ai fait. Oui, ça permet d'évacuer la colère. J'ai fait le parcours de notre vie. D'accord. Et pour trouver un petit peu la faille dans tout ça, et me dire qu'est-ce qui a cloché pour qu'on en arrive là. Oui, j'ai fait pareil. Mais c'est intéressant parce que souvent la colère empêche d'avancer. Mais c'est en même temps inévitable. Dans une séparation, on passe par des étapes. Et l'étape de la colère, elle est inévitable, et je dirais même qu'elle est indispensable. Si on est trop à un moment dans la peine, dans le chagrin et dans l'idéalisation de l'autre, on n'avance pas non plus. Parce qu'on a l'impression que on retrouvera plus jamais quelqu'un d'aussi bien, une relation aussi formidable. On peut pas avancer. Donc à un moment, passer par le stade de la colère où on en veut à l'autre, c'est aussi important parce que on est en train de un peu le désacraliser. C'est pas mal. Donc il faut aussi en sortir parce que il faut ni sacraliser ni diaboliser l'autre. À un moment, pour pouvoir aussi avancer. Mais il faut toujours se dire que ce que vous avez vécu comme ça de bien, de bon, de beau, vous le retrouverez. Il n'y a pas de raison que vous ne retrouviez pas à nouveau une relation de ce type. Il faut être confiant aussi, Romain, en ça. C'est-à-dire que c'est pas comme si vous n'aviez jamais aimé, jamais pu aimer, voyez. Mais vous avez vécu. Bon, alors il faut vous donner du temps parce que tout ça est très récent. Vous me dites, ça date de quoi, de mars, hein. On est début mai, hein, donc il faut vous donner. C'était il y a un mois. Bon, alors il faut vous donner du temps. De colère. Je n'arrive pas à... C'est trop tôt. C'est trop tôt. En fait, je l'aime trop. Oui, mais c'est trop tôt, Romain. Il faut vous donner du temps. Hein. Je vais vous lire quelques mails. Il y a Laurence de Picardie qui dit: face à la douleur, peut-être de ne pas être parent, votre vie de couple ne lui a plus paru envisageable. Avec du recul, vous accepterez cet état de fait, mais pour le moment, la déception est trop importante. Votre épouse, elle, a tranché dans le vif. Cela ne veut pas dire qu'elle ne vous a pas aimé. Et puis un petit mail de Chaudron de la Barre qui dit: votre histoire d'amour s'est distendue dans le temps, n'a pas résisté aux épreuves de la vie. Cela dit, le temps est un baume réparateur que rien ne saurait remplacer. Apaisez-vous, ne remuez pas tant votre passé en quête d'une vérité que vous semblez vouloir implacable et qui ne vous ouvrira aucune porte. C'est un chapitre qui s'est refermé, et si cela continue à vous tarauder, c'est peut-être que les enjeux étaient plus profonds pour
pour vous au sein de cette relation. Dans ce cas, vous devriez chercher un espace de dialogue où vous pourrez décortiquer les tenants et les aboutissants de cette histoire qui semble vous empêcher d'aller de l'avant. Ainsi, pourrez-vous vous diriger vers un apaisement certain, puis une sérénité pour être enfin en paix avec vous-même. Bon, en même temps, la rupture, elle est extrêmement récente. Hein, donc, bon. Oui, Philippe, et ça sera là un petit mot de conclusion. Je fais une petite parenthèse au message qu'il y a du monsieur là. Je veux dire quand même que c'est quand même pas évident de pas pouvoir regarder derrière. C'est vrai qu'il faut aller de l'avant. Il a bien raison, mais je crois que quand on aime quelqu'un profondément et puis qu'on ne s'attend pas vraiment à ces choses-là, c'est quand même une grosse blessure, une grosse plaie, pardon, qui s'ouvre et avant qu'elle se referme, c'est quand même très long. Alors c'est vrai. Donc il faut se donner du temps et peut-être en parler si c'est compliqué. Le temps entre ce temps où ça va se refermer et qu'on va trouver quelqu'un d'autre, il faut arriver à ne pas craquer. Malheureusement, c'est ce qui peut arriver aux gens qui ne sont pas forcément solides. Ils craquent et puis mais on sait des fois ce qui arrive. Ça dépend. Ouais. Ça dépend, mais il est trop tôt. Il est trop tôt pour. Cette rupture est extrêmement récente. C'est important que Romain et puis vous ayez pu en parler un petit peu avec nous ce soir. Et puis, si vraiment vous sentez que vous avez du mal à remonter la pente, il sera toujours temps. Comme le suggérait Chaudron de la Barque, peut-être d'aller en parler, parce qu'évidemment c'est un moment important de votre vie et faire un peu le point sur cette histoire pour que ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant. Bon courage à vous, en tout cas, Romain. Merci de votre écoute. Merci de votre appel et merci beaucoup, Philippe, également pour vos éclaircissements. Merci de m'avoir écouté et bon courage, Romain. Et puis vous avez 33 ans en même temps. Bah oui, 33 ans. C'est un âge très symbolique. Ça va, c'est bon. Oui, tout reste à faire, hein, Romain, vraiment. Oh là là, oui, c'est très jeune. C'est très jeune. Et puis je sais ce que ça fait. Au revoir. C'est gentil. Merci à vous deux. Bisous à vous tous en tout cas. Au Merci revoir. de m'avoir reçu. Toi, Nathalie. Bonsoir. 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 Bon, je vous appelle pour avoir des conseils et puis éventuellement l'avis d'auditeur Oui. sur des problèmes que je rencontre avec mon fils. Alors 3921 pour si des auditeurs veulent vous donner des conseils. Voilà, vous pouvez nous appeler jusqu'à 1h 3921. Donc votre fils qui a 19 ans. Voilà, qui a 19 ans et qui rencontre des difficultés sérieuses depuis 3-4 ans suite à des violences à l'école. Alors, pour essayer d'être le plus clair possible, je vais dire jusqu'en 5e, un enfant fragile, mais sans difficulté scolaire. Fragile parce qu'on me l'avait, une directrice d'halte garderie dans sa toute jeune enfance m'avait dit de faire attention à lui. Donc voilà. C'est pour ça que pendant toutes ces années de primaire surtout, je l'ai suivi de Et pourquoi près. vous avez dit de faire attention à lui ? Parce qu'il pleurait beaucoup. Il pleurait beaucoup, il avait du mal avec la séparation et je pense qu'il avait du mal dans le cadre de l'école avec les autres enfants. Donc, c'est ce qui est resté, c'est ce que j'ai fait, si vous voulez, c'est que effectivement, même en première année de maternelle, il avait du mal à être dans le groupe, dans la classe, il se mettait toujours en dehors et donc voilà. Mais les résultats scolaires... il pleurait dès quand vous l'ameniez à l'école pour se séparer de vous, c'était compliqué. Oui, excusez-moi. C'est ça quand vous dites qu'il avait du mal avec la séparation ? Oui, il pleurait beaucoup. C'est embêtant, hein ? Oui, il y avait beaucoup de pleurs. Donc,
Ceci dit, jusqu'à la classe de 5e, si vous voulez, les résultats scolaires étaient bons et il n'y avait pas d'autres soucis. Les problèmes ont été plus importants donc à partir de la 4e. Et ses résultats ont chuté et en même temps, j'étais en cours de divorce avec son papa. J'ai commencé une procédure de divorce. Oui. Donc, j'ai commencé à rencontrer des difficultés. Je suis maintenant complètement séparée, pas encore divorcée, mais séparée, et chez moi avec mes 2 enfants actuellement. Donc, les résultats ont chuté et il a commencé à avoir de mauvais résultats. Et donc, on a commencé à être alertés en même temps qu'on rencontrait nous-mêmes des difficultés, qu'on n'était peut-être pas complètement à son écoute à ce moment-là. Comme il avait eu aussi un épisode en primaire où il n'a pas voulu aller en classe parce que le maître remplaçant criait beaucoup, il a eu, si vous voulez, 2 fois eu l'occasion de rencontrer des psychologues quand il était petit. Il faut aussi dire que son père est psychologue clinicien et psychanalyste. Psychologue, clinicien et psychanalyste. Oui, d'accord. Oui. Et psychanalyste. Donc voilà. Alors à partir de la 4e, les résultats ont chuté et en 3e, les résultats n'étaient pas bons du tout. Attendez, excusez-moi, je vais changer de... Qu'est-ce qui se passe ? Non, j'ai ma fille qui m'entend et du coup... Oui. Voilà. Écoutez, si c'est compliqué, on vous rappelle, si c'est compliqué pour vous. Non, là je pense que ça va aller. Non, parce que je vous entends, effectivement, je vous sens distraite depuis tout à l'heure. Il y a des moments où je vous sens un peu sur le qui-vive. Donc, oui. Si vous ne pouvez pas parler librement, c'est compliqué. Non, mais là ça va aller. Je pense que ça va aller. Bon. Alors, on continue. Oui, donc si vous voulez, à partir de la 4e, oui. Les résultats ont été moins bons. Et les résultats n'étaient tellement pas bons qu'en fin de 3e, il ne pouvait pas rentrer en seconde dans une seconde classique. Donc il a redoublé sa 3e. Il est rentré après son redoublement de 3e, il a fait un lycée professionnel et en janvier de cette année, lycée professionnel, il a arrêté l'école. Du jour au lendemain, il m'a dit qu'il ne voulait plus y aller. Pour quelle raison ? Alors la raison à ce moment-là, donc en redoublant sa 3e, il a fait un coma éthylique. Et c'est là où j'ai vraiment eu connaissance il avait subi des violences dans le cadre de sa première année de 3e. Des violences quel type? Que s'est-il passé? Il était pris en tête de Turc et il a été tapé dans les vestiaires et humilié et menacé. Mais ça, vous l'avez su quand? Je l'ai su. J'ai su la vérité il y a un an. À ce moment-là, j'avais compris qu'il s'était passé quelque chose, mais je ne savais pas de quel ordre. Mais quand il a fait son coma éthylique... Oui, il est hospitalisé. Oui, c'est quand même très grave. En 3e, un coma éthylique, c'est un signal d'alarme fort là. Il n'a pas, il n'a pas été suivi à ce moment-là parce que c'est quand même chez un adolescent boire au point de faire un coma éthylique, c'est quand même un signe. Il y a presque quelque chose d'un peu d'un comportement, enfin évidemment un risque, mais presque quelque chose d'un peu... Xavier Pomereau dit que derrière, qui travaille beaucoup avec des adolescents un peu à la dérive et des adolescents même suicidaires, dit que dans ces conduites comme ça où des ados s'alcoolisent beaucoup, il y voit, lui, presque un comportement un peu suicidaire. Voilà, donc des jeunes qui font comme ça des comas éthyliques, ça suppose d'être extrêmement
ça doit vraiment alerter. Donc à ce moment-là, rien n'a été détecté. Pourquoi il s'était mis dans cet état-là? Si. Alors, on était en procédure de divorce aussi à ce moment-là. Hein. Mais bien évidemment... oui, mais il a quand même un père. Alors, je sais bien que c'est les cordonniers les plus mal chaussés et que par rapport à ses enfants, vous voyez, je sais très bien, il a beau avoir un père qui est psychologue, clinicien et psychanalyste, je sais que pour ses propres enfants, on dit les cordonniers les plus mal chaussés, mais souvent on est très en difficulté par rapport à ses propres enfants. On peut pas soigner ses propres enfants, évidemment. Hein. Oui. Mais enfin, on peut orienter, en tout cas, peut-être. Oui, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il est hospitalisé, il a vu un psychiatre, mais il n'a pas, qui lui a conseillé de se faire suivre et de se faire aider, et qu'il a refusé. Parce que le souci que je rencontre, si vous voulez, avec mon fils, c'est qu'il refuse de se faire aider. Ben oui, mais à ce moment-là, en troisième, il était quand même, adolescent. À un moment, on peut lui dire que c'est pas à lui de décider. Hein. Là, il a 19 ans, c'est déjà plus compliqué pour un jeune adulte. Mais quand il était en troisième, de dire que vous demandez, son père et vous, qu'il soit suivi. Comme on voit, il va voir un médecin, ben là, compte tenu de ce qui s'est passé, vous exigez même au départ qu'il soit suivi. Oui. Alors, bon, ça... C'est vrai qu'il est important qu'il y ait une coopération, parce que s'il va à ces séances, c'est par exemple qu'il refuse vraiment de parler, ça n'a plus aucun sens. Mais au moins au départ, vous demandez, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui aurait pu se mettre en place quand même. C'est vrai qu'au départ, les adolescents sont assez réticents. Le fait même d'aller parler, ils sont pas très à l'aise avec le fait d'aller parler. Ils sont un peu en panne de mots, MOTS. Mais ça vaut la peine quand même d'insister, c'est-à-dire de dire compte tenu de ce qui s'est passé, on te demande, c'est important. Là, nous, on ne peut pas être là pour toi, mais on peut être là pour toi jusqu'à un certain point. Mais là, c'est important que tu ailles parler de ce mal-être au lieu de l'agir. On peut pas te laisser comme ça te détruire ou te mettre en vrac comme tu le fais. Il y a quelque chose qui se passe que tu n'arrives pas à dire peut-être autrement. Et il faut que tu puisses en parler. Bon, ça c'est pas fait. Ouais. Donc aujourd'hui, il en est où? Donc ce qui s'est fait, c'est quand il a commencé le lycée professionnel, il l'a arrêté au mois de janvier pour deux raisons. Une, c'est que ça ne lui plaisait pas. Oui. Et la deuxième, c'est que la personne qui l'avait agressé est revenue tourner autour du lycée. Donc, je pense, pris d'angoisse, il a arrêté. Ouais. Donc, il a été suivi à la Fondation Santé des étudiants de France pendant 6 mois, parce que quand c'est arrivé, je me suis retrouvée avec un enfant de 17 ans qui n'allait plus à l'école. Donc, j'ai essayé de taper à plusieurs portes. Et... il a été reçu parce que donc à la Fondation Santé des étudiants, où là il a rencontré un psychiatre qui l'a suivi pendant 6 mois, de février jusqu'au mois de juin. Ouais. Ce psychiatre quittant l'établissement ne pouvait plus le suivre, et je pense qu'ils avaient aussi rempli une mission, puisque c'est momentané pour ce genre de situation, je pense. Ouais. Et ils avaient, je dirais entre guillemets, apaisé la situation, parce que moi, bien évidemment, que pendant la période précédant le coma éthylique et pendant et après, si vous voulez, bien évidemment que je voyais mon enfant, mon fils, pas bien du tout. Donc, mais souvent, revenait en lui parlant toujours de psychothérapie. Donc je pense que comme il avait déjà rencontré des psychologues et des psychiatres une ou deux fois dans son adolescence, et en plus ce psychiatre à la Fondation. Avec qui ça se passait bien, puisque il a vu pendant 6 mois. Voilà, ça s'est bien passé, parce qu'il a eu un petit peu de mal à adhérer. Mais on a fait le nécessaire pour qu'il y aille, et donc ça s'est bien passé. Donc et à la fin des 6 mois, j'avais un enfant de 17 ans qui n'était pas scolarisé. Donc j'ai trouvé une école privée à Paris où il va donc depuis l'année dernière, mais donc en classe de seconde. Mais les résultats ne sont pas là du tout.
Donc, il assiste. Mais lui, au cours. comment va-t-il ? Alors lui, il va un petit peu mieux. Bon, c'est déjà important. Il peut pas, Oui. tout ne peut pas aller bien d'un coup, hein. C'est-à-dire, Oui. ouais. Donc ça, je l'ai compris et je suis Oui. un petit peu. Vous pouvez pas, les résultats, vous voyez, ça peut pas venir. Il faut déjà qu'il aille mieux psychiquement. S'il est pas bien, s'il était pas bien psychiquement, les résultats ils peuvent pas monter comme ça de façon. Oui. Vous voyez, il faut Bien pas non sûr. plus trop en attendre. Est-ce que par rapport à son agresseur là, est-ce qu'il y a eu des suites judiciaires ou pas ? Non, pas du Mais tout. pourquoi ? Pas du tout, parce qu'il n'a jamais voulu donner le nom de l'agresseur. Oui, mais ça, vous voyez, il y a un problème. Parce que Oui. ça veut dire que d'une certaine façon, comment voulez-vous aussi qu'il aille bien ? Ça veut dire que il a subi des violences. Sur le moment, malheureusement, il n'a pas pu en parler. Il y a eu un passage à l'acte. Enfin, il allait très mal. Bon, il en parle. Heureusement, il a pu en parler quand même dans l'après-coup. Ouais. Mais d'une certaine façon, cet agresseur court toujours. Il y a un sentiment d'insécurité. D'ailleurs, vous avez senti qu'à nouveau, ça, parce qu'il il ne veut plus retourner au lycée. Pourquoi ? Parce que il a vu que le garçon, il avait vu dans le coin. Oui, Et la oui, peur oui. ressurgit. Évidemment. Donc, si vous voulez, il y a un côté, il y a un sentiment d'impunité. Oui, oui, bien sûr. Ça serait important qu'il y ait quelque chose de fait. Parce que sinon, il peut se dire qu'il grandit dans un monde sans foi ni loi, où c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort, et où finalement on peut, comme ça, terroriser les autres, s'en prendre aux autres. Enfin, c'est très angoissant Oui, comme perspective. Oui, bien sûr, hein, mais sauf que si vous voulez, ces actes-là ont eu lieu il y a 3 ans, qu'il y a peu de temps que moi en plus, bon, je connais le prénom de l'enfant, mais je n'ai même pas son nom, et que si vous voulez, lui, effectivement, du coup, n'arrive pas à travailler parce qu'il me dit que quand on a vécu. Mais il peut pas travailler, c'est ça. Moi, ce qui me sidère, Nathalie, c'est que vous me parlez des résultats scolaires et c'est ce que il peut pas investir la scolarité tant qu'il n'ira pas bien. Alors ça, je l'ai bien compris, si vous voulez. Je l'ai bien compris. Le psychiatre m'avait dit à l'époque, mettons l'école de côté. Ben oui. Sauf que lui refuse de se faire suivre par un psychologue ou un psychiatre, hein, et que, si vous voulez, j'ai un enfant de 19 ans, je ne peux pas le laisser non scolarisé. Hein. Donc, alors, moi, c'est important qu'il ait des projets professionnels, c'est important qu'il ait un projet. Vous avez raison, là je vous rejoins pour qu'il se sente bien aussi. Il peut pas rester sans rien, mais il a décroché aussi, si je vous suis, à un moment parce que il a vu aussi son agresseur rôder dans le coin. Enfin, il ne savait pas forcément qu'il était là. Mais à ce moment-là, la peur, évidemment, tout ce qu'il avait vécu a ressurgi. Oui. Ben oui. Bien sûr. Donc on revient à cette agression et au fait que tout ce qu'il a vécu, ce traumatisme-là, n'avait pas été pris en compte. Alors il a pu en parler, il avait eu un suivi avec son psychiatre, ça lui a permis d'aller mieux. Bon, ce suivi s'est arrêté, mais si vous voulez, il n'y a pas eu de... Je trouve qu'on reste avec quelque chose de l'ordre de l'impunité. Alors après, peut-être qu'effectivement, au niveau de la justice, je sais pas, il y a prescription et autres, mais il y aurait peut-être au moins quelque chose qui peut être fait pour dire qu'ils se sentent un peu protégés. C'est-à-dire que où ce jeune puisse être quand même interpellé, même s'il y a pas de sanction de suite, mais qu'on puisse lui dire, voilà ce qui s'est passé, on sait, et attention maintenant, ne t'avise plus de t'en reprendre à lui ou on t'a à l'œil ou bon voilà, qu'il y ait quelque chose de mis en place quoi autour. Oui. Parce que où est le père aussi dans l'histoire ? Parce que moi je suis un peu sidérée parce que j'entends pas le père dans cette histoire. Alors le père, si vous voulez, il s'est occupé de lui. Au moment où il a eu ces problèmes, son père faisait partie
des associations de parents d'élèves. Il Ouais. se rendait, si vous voulez, dans l'établissement, sauf qu'il n'avait pas eu non plus les connaissances concernant la gravité Oui, ça j'entends. de l'acte. Maintenant, suite au divorce, les relations avec le papa ont été un moment conflictuel et sont aujourd'hui apaisées. Maintenant, le fait qu'il soit dans cette école, on est un petit peu rassuré. Sauf qu'effectivement, moi, je vous parle de résultats scolaires, mais mon problème aujourd'hui, c'est que... Bon, on va en parler après, de savoir quel est votre problème après le journal. À tout de suite. La nuit continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21 et également vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. Juste avant le journal, nous étions en ligne avec Nathalie. Alors Nathalie, vous nous parlez de votre fils de 19 ans. Vous vous faites du souci pour lui parce que il a subi une agression alors qu'il était en classe de 3e, une agression physique. Il a été frappé. Il était le souffre-douleur de sa classe, frappé dans des vestiaires. Vous ne l'avez appris que récemment. Il a actuellement, parce qu'il avait décroché à l'âge de 17 ans, puisqu'il avait recroisé son agresseur près de son lycée. C'est comme ça que vous avez découvert ce qu'il avait subi à l'âge, alors qu'il était en 3e. Aujourd'hui, juste avant vous parliez donc de sa scolarité, de ses résultats qui n'étaient pas au rendez-vous, et vous étiez en train de me dire avant le journal, vous disiez mon problème aujourd'hui. Alors justement, quel est votre problème aujourd'hui ? Ben oui, parce que... Ce que j'aimerais comprendre. Moi, j'aurais souhaité savoir ce que je peux faire, si vous voulez, pour l'aider, parce que je vois bien que ce qu'il a subi, plus le divorce de ses parents, sont les deux freins, si vous voulez, à son avancement, parce que il ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard. Il est bloqué sur sa situation. Alors après, surtout sur l'agression. Bon, mais je pense aussi que le divorce a eu quand même des effets forcément sur un enfant. Et bon. Il a, si vous voulez, il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à... Parce qu'aujourd'hui, il assiste aux cours, parce que c'est bon, on a trouvé une école privée pour le prendre. Donc, il va aux cours. Mais quand en janvier, il y a eu un événement dans l'actualité concernant justement un fait divers d'agression comme ça, il était en même temps en période d'examen, ça l'a bloqué à la maison. Donc, si vous voulez... Parce qu'il ne voulait pas retourner à ce moment-là en cours. Oh, voilà, il est resté une journée. J'ai cru qu'on allait reprendre une série de plusieurs jours de difficultés. Finalement, non. Le lendemain, il a fini. Parce que c'était dans l'actualité, il y a eu une agression dans un lycée, c'est ça ? Voilà. Oui. Si vous voulez, il est très touché dès qu'il y a des agressions. Il est très... Ça montre la nécessité qu'il continue à être pris en charge au niveau de ça. Et qu'à mon avis... Comment je peux l'aider, comment je peux l'amener à lui faire comprendre, parce que je vois bien, il évolue un petit peu dans son comportement, si vous voulez. Il y a pas eu d'autres faits graves. Écoutez, il a été suivi à un moment par ce psychiatre pendant 6 mois, et vous me disiez que là, vous aviez senti que votre fils allait mieux. Oui. Donc il faut repartir de là et lui dire que ce qu'il a subi, cette agression, il laisse des traces en lui, des séquelles. C'est normal compte tenu du fait ça laisse des traces, elles sont invisibles, mais néanmoins c'est très présent, c'est-à-dire dans son psychisme, ça reste très ancré en lui, et qu'il est important qu'il continue à avoir un soutien psychologique, et que c'est pas parce que le psychiatre lui est parti qu'il ne peut pas continuer à avoir un soutien psychologique avec quelqu'un d'autre. Parce que à la suite de ça, on a fait une démarche, on est allé en voir un
Enfin, c'était une femme, mais il l'a vu une fois. Et après, c'était à lui de reprendre. Il n'a pas voulu. Oui, mais là, je crois qu'il faut un peu insister auprès de lui, en disant que c'est vraiment important parce que il est rattrapé. Sinon, alors c'est compliqué parce qu'aujourd'hui il a 19 ans, Bah oui. c'est plus un enfant. Mais sinon, il est rattrapé comme ça à travers des faits d'actualité où malheureusement, il est question comme ça d'agression. Ça peut être dans un lycée, mais ça peut être ailleurs, Oui. par ce qu'il a vécu, qui montre que le traumatisme est toujours présent en lui. Et d'autant plus, je pense, que il n'y a pas eu de sanctions contre les agresseurs et que ça le plonge dans un sentiment d'insécurité profond. Et là, je pense qu'il y a une faille. Il y a une faille très importante. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, il y a Liane qui dit, êtes-vous certaine qu'il n'y ait pas, qu'il y a prescription dans la mesure où il était mineur au moment des faits? Ça serait effectivement, il faudrait s'en assurer parce que moi, je pense que le fait que ça n'ait pas été parlé, qu'il y ait ce sentiment d'impunité, doit vraiment contribuer à dire que c'est la loi de la jungle, qu'on peut agresser comme ça autrui sans être pour le moins du monde inquiété. Et ça, c'est terriblement angoissant. Il y a de quoi effectivement vouloir rester cloîtré chez soi. Il n'y a rien d'anormal à cette attitude-là. Si on se dit qu'on peut être agressé comme ça, et puis que la personne qui agresse, elle peut continuer comme ça sans aucun problème, il y a effectivement, ça donne envie de rester cloîtré chez soi. Alors, par ailleurs, moi, il y a une chose qui m'a frappée, je ne vous cache pas, dans votre discours, c'est que dans la façon dont vous m'avez parlé un petit peu de lui, c'est que, et dont on vous a parlé de lui, cette institutrice qui dit, il est fragile. Faites attention à lui, il est fragile. Et je vous ai dit, pourquoi? Et là, vous m'avez dit, on vous a dit, parce qu'il pleure beaucoup. J'ai envie de dire, au départ, un enfant, qu'est-ce qu'il a pour exprimer un mal-être, une difficulté, si ce n'est des pleurs? Pour autant, doit-on lui coller une étiquette fragile? Ah oui. Parce que c'est une sacrée étiquette qu'on lui colle à cet enfant. D'autant que vous me dites, il avait du mal avec la séparation. Bon, c'est intéressant parce que c'est compliqué de se séparer. Ça met en jeu tout un tas de processus et ça met en jeu effectivement d'avoir acquis une certaine sécurité affective, une sécurité intérieure. C'est pas très simple. Bon, ça met en jeu des mécanismes complexes. Il faudrait du temps pour développer un petit peu tout ça. Mais souvent, je vais vous dire aussi, Nathalie, un enfant qui a du mal à se séparer, souvent, c'est parce qu'il sent que son papa ou sa maman a du mal à se séparer aussi. Oui. Que c'est un peu compliqué pour eux. Hein? Oui. Donc, il reste un peu aussi collé. Voyez? Oui. Ça se joue souvent à deux, ces histoires-là. Donc, on doit aider. Voyez, et qui on aide, parfois on ne sait pas si on aide, on peut aider peut-être la maman aussi, ou le papa, ça dépend, enfin en tout cas les parents, parfois aider un petit peu à ce qu'ils aident, à les aider à permettre à leur enfant d'aller un peu de l'avant et prendre de l'autonomie. Or, ça peut jouer, aujourd'hui ça peut le suivre, jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, y compris dans ses difficultés à demander de l'aide, et c'est là où vous pouvez l'aider à aller demander de l'aide ailleurs qu'auprès de vous, à un tiers. C'est aussi de la séparation, ça. Se décoller un peu de vous, de la maison, passer par un tiers. Oui, parce que si vous voulez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sa situation se joue entre son papa, moi et lui. Et malgré les propositions qu'on a pu lui faire, parce que je pense que j'ai eu un rôle aussi nous avons eu tous les deux un rôle à jouer aussi dans les difficultés qu'il a rencontrées. Aller en parler à quelqu'un et
il n'était pas prêt à ce moment-là, si vous voulez, à le faire. Et je sens bien qu'il y a quelque chose qui se joue aussi entre nous. Voilà, donc c'est important. C'est important. Je vous propose qu'on accueille Sylviane qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Sylviane. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Voilà Nathalie, lorsque je vous ai entendu parler, j'étais en voiture et j'avais envie de m'arrêter au bord de la route pour dire mais arrête. Qu'est-ce que c'est que tu as un enfant qui pleure depuis qu'il est tout petit, qui a des difficultés, qui est entre guillemets fragile et jusqu'à un certain point, tout ce qu'on entendait c'est il a des difficultés scolaires, il a eu des difficultés scolaires, il a décroché, il a actuellement 19 ans. Sans jeter la pierre, je me dis, cet enfant, déjà petit, il devait se jouer quelque chose entre lui et vous. Qu'est-ce qu'il a ? Nous parents, on porte des mémoires aussi. Ces mémoires, on les lègue à nos enfants. Quelque part, si on n'a pas réglé des problèmes de notre petite enfance, l'enfant, il va les prendre pour lui un petit peu. Peut-être que lorsqu'il était petit, il a ressenti un malaise qui était en vous et il s'est approprié ce malaise et il n'avait pas envie de vous quitter parce que quelque part il était mal. Après dans le couple, qu'est-ce qu'il y a eu ? Est-ce qu'il voulait vous protéger déjà tout petit ? Parce que peut-être qu'il sentait, les enfants sentent bien avant nous un divorce. J'ai divorcé 2 fois et j'ai 5 enfants. Donc oui, ils prennent des éclats les pauvres. Mais je veux dire, je pense que vous avez beaucoup regardé, bien sûr que nos enfants, on a envie qu'ils réussissent, on a envie qu'ils soient bien, qu'ils aient un beau métier, je sais pas, qu'ils arrivent dans la vie quelque part, mais est-ce que c'est ça qui est important finalement ? Est-ce que si on vous donnait à choisir entre un enfant épanoui qui est heureux, mais qui fait, je sais pas moi, qui va ramasser les fraises, qui fait les saisons, et un enfant qui va réussir, mais qui est morne, qui n'arrive pas à se sortir de ce... Vous voyez ce que je veux dire ? De ces miasmes-là, qui portent ce fardeau familial. Quel héritage est-ce qu'on leur donne ? Qu'est-ce que vous choisiriez pour lui ? On n'a pas à choisir pour eux, hein. On n'a pas à les guider, on a là à les aider. Voilà. C'est pour cette raison qu'il a fait, si vous voulez, un lycée professionnel qu'il avait choisi lui après un redoublement. Hein. C'est pas moi qui l'ai choisi. Oui, mais je veux dire, je comprends bien, mais cet enfant, il a tellement envie de vous faire plaisir. Bien sûr qu'il va y aller au lycée, quel qu'il soit, professionnel ou autre, parce que il n'a pas envie de décevoir maman qu'il aime tant. Mais au fond, quel est le problème ? Quel est le problème au fond de lui ? Je sais pas. Je pense moi que peut-être que vous étiez malheureuse, vous, quand il était petit, non ? En tout cas, lui, il faudrait qu'il arrive. Il faut qu'il arrive à parler de lui. Il faudrait que, au-delà, pour le moment, de sa scolarité, de ses résultats scolaires, qu'il arrive à pouvoir surmonter qui se renforce un peu. Parler évidemment de ce traumatisme qu'il a subi, de cette violence, mais aussi qu'est-ce qui fait qu'à un moment, comme vous dites, il a été le souffre-douleur qui malheureusement l'a conduit à subir cette agression. Et si vous voulez, c'est cet enfant que l'on a étiqueté fragile, qui avait du mal comme ça avec la séparation, qu'est-ce qui se trimballe, enfin, vous voyez, qui puisse un peu se renforcer, justement pour cette fragilité, cette difficulté, qui puisse la mettre en mots, qui puisse se renforcer, se solidifier, voilà. Parce que finalement, ça montre ce que vous dites au fond, Sylviane, c'est que souvent les parents ne s'inquiètent pas tant qu'il y a de bons résultats scolaires, commencent à s'inquiéter à partir du moment où les résultats scolaires chutent. Mais un enfant, c'est constitué, il faut s'alerter aussi quand il n'a pas d'amis, quand l'équilibre psychique d'un enfant, c'est important au-delà des résultats scolaires. C'est pour ça que si vous voulez, moi. Donc alors c'est important de lui dire, pour conclure, si vous voulez,
que là, quand vous dites comment l'aider, justement, c'est First Lisa aussi qui dit, lui, il faut qu'il prenne confiance en lui sans trop le materner en même temps. Hein. C'est tout l'enjeu aussi. Et c'est-à-dire, à un moment, qu'il l'aider à sortir de cette peut-être fusion et qu'il puisse passer par un tiers, comme à un moment ce psychiatre jouait le rôle de tiers, et que avec son père, parce que je crois que le père aussi est important, joue le rôle, hein, il est psychologue, lui, clinicien, psychanalyste. Évidemment, c'est pas lui. Il dit moi je ne peux pas. Il est pas. C'est son père. C'est pas un professionnel là pour son fils. Mais en disant, il est important que de cette souffrance que tu as en toi, que tu portes en toi, que tu puisses aller en parler, la déposer quelque part et ne pas rester comme ça avec cette insécurité, avec ces angoisses, avec ces peurs qui t'empêchent d'avancer dans ta vie et de te construire. Quelques messages pour conclure. Il y a Lou qui dit il y a peut-être aussi une possibilité de poursuivre au niveau de la justice pour qu'ils se reconstruisent. Lou qui vous conseille de contacter l'ADAVI, ADAVI de votre région, où il y a des juristes et des psys. Je pense que cette piste est intéressante aussi, hein, parce que ne pas rester avec un sentiment d'impunité. Et puis, quelqu'un dit, j'ai moi-même été agressée étant jeune, il y avait prescription, j'ai écrit une lettre au procureur de la République lui expliquant la nécessité de laisser mes valises pour continuer ma vie. Il m'a entendu, j'ai pu faire une déposition. Il y a effectivement cette possibilité parfois, même s'il y a une prescription, il y a toujours la possibilité de saisir le procureur de la République qui peut malgré tout tenir compte, diligenter une enquête, même s'il peut pas y avoir de poursuite, ça peut se recouper parfois avec d'autres affaires, sait-on jamais. Hein. Donc on peut toujours faire un signalement au procureur de la République. Et puis il y a qu'est-ce que j'ai d'autres voilà, non, c'est à peu près voilà les messages que j'ai reçus pour vous. Donc l'encourager en tout cas à reprendre une démarche. Hein. Voilà. Et au niveau des associations? Des associations. Comme il veut pas faire la démarche d'aller voir. Non mais attendez, là à un moment il faut être un petit peu ferme là. Voyez? Il faut un petit peu lui dire que il est important de. Alors je sais bien que c'est compliqué, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire avec un jeune homme, mais dire que il est important. Il y a des moments qu'il trouve un soutien et lui rappeler ce qui avait été constructif, que quand il était suivi par ce psychiatre. Vous pouvez lui dire qu'il se sentait mieux, qu'il avait trouvé un mieux-être. Et dire que quand même, il peut pas rester... Alors peut-être qu'il trouve une injustice aussi à être suivi, lui, qui a été agressé, qui va mal et tout, alors que ses agresseurs, eux, ils ont la part belle, ils courent toujours, et eux, ils ne sont pas suivis. Là aussi, peut-être qu'il trouve ça terriblement injuste, et qu'après tout, il a raison dans le fond. Vous voyez? Donc c'est là aussi où le côté justice et qu'il y ait une réparation serait important. Et je crois que ça, c'est important à aborder avec lui. Parce qu'il peut avoir l'impression, là encore une fois, de dire, finalement, c'est moi qui me retrouve avec toutes les emmerdes, entre guillemets, dire voilà, c'est moi qui dois être suivi, qui doit être comme si c'était lui qui avait un problème, alors qu'en fait, il n'a pas un problème, il est en souffrance. Et puis ceux qui l'ont agressé, eux, ils sont tranquilles. Donc là aussi, il faudrait peut-être pouvoir poser les choses. Donc effectivement, quand on vous dit l'ADAVI, contacter des associations de victimes pour voir, peut-être passer par ce biais-là où il y a des juristes, où il y a des psychologues. Oui, là, ça pourrait aussi être dans un processus de réparation. D'accord. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Sylviane d'avoir pris la peine de vous arrêter. Il faut qu'on conclue là. Aussi, on sent qu'il y a quand même un gros sentiment d'insécurité puisqu'il réagit lorsqu'il y a des violences ailleurs. Et je pense que ça doit remonter déjà à avant. Oui, certainement. La situation dans laquelle il s'est mis, c'est parce que ça continue quelque chose qui existait déjà peut-être. Vous avez raison. Il est tout petit. Vous avez raison. Ça doit le replonger. Donc piocher un petit peu de ce côté-là. Aussi. Voilà. Merci beaucoup Sylviane pour vos réflexions très très pertinentes. Merci beaucoup et bon courage à vous Nathalie. Au revoir. Merci pour votre écoute et votre aide. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
Un petit SMS qui arrive au 7 39 21 qui dit: j'ai été un enfant dit fragile et pleureur. Mes parents ont tout fait pour ne pas m'enfermer là-dedans. Votre fils vit-il chez vous, Nathalie? Si oui, ne lui laissez pas le choix d'aller voir quelqu'un. Responsabilisez-le, dit cet auditeur ou cette auditrice. Alors c'est vrai que c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est plus compliqué quand on a affaire à un jeune adulte, puisque le fils de Nathalie a 19 ans. C'est plus facile d'amener un enfant voir le pédopsychiatre ou le médecin, qu'un jeune adulte. Mais je crois que c'est important de l'inciter, de l'encourager, de le motiver, parce que les parents là sont très démunis et ce n'est pas eux qui peuvent aider leur fils ou leur fille dans ces situations. Bonsoir John. Bonsoir Caroline et merci de me reprendre à l'antenne. Mais je vous en prie. Alors ce nez, comment est-il? Est-ce un cap, une péninsule, un roc? Aucun des trois, je vous remercie. Bon, alors tant mieux. Donc je vous avais dit la dernière fois que j'avais une assez grosse appréhension par rapport à l'enlèvement du plâtre, parce que c'est une fois qu'on s'est opéré qu'on réalise, malheureusement. Alors recadrons pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce soir-là, parce qu'ils doivent dire qu'est-ce qui lui prend. Vous nous aviez appelé. Excusez-moi que j'ai ouvert quand même la brèche chirurgie esthétique dans l'émission. Oui, tout à fait. On avait une jeune femme qui nous avait appelé après, et puis d'autres témoignages. Vous avez fait une rhinoplastie. Une septorhinoplastie, exactement. Oui. Bon, pour être précis, c'est là que vous êtes refait faire la cloison nasale, et puis, vous en avez profité pour refaire le nez parce que vous étiez complexé par rapport à votre nez. Et vous deviez, c'était avant qu'on vous enlève le pansement, et vous appréhendiez beaucoup, voir si finalement vous alliez vous plaire une fois le pansement enlevé. Alors ça y est, le pansement est enlevé, et qu'est-ce que ça donne? Je crois que j'ai eu quand même un peu de chance, parce que c'est vrai que je n'ai pas le même nez qu'avant, mais j'ai eu un très bon chirurgien qui a su m'écouter avant l'opération. Et il se trouve que malgré le fait que mon nez soit différent, j'arrive quand même à me reconnaître. J'avais expliqué à mon chirurgien que je voulais que ça s'harmonise avec ma morphologie d'origine. J'avais bien pris le temps de lui en parler et tout. Et il se trouve que, comme je vous ai dit, c'est pas le même nez, mais je suis pas trop heureusement, choqué. Sinon, quel intérêt d'avoir fait de la chirurgie esthétique si c'était le même? Non, je veux dire, évidemment, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça impliquait une modification quand même du visage, le nez au milieu de la figure, comme vous le disiez la dernière fois. Oui. Et c'est vrai que ça peut choquer. En fait, j'avais peur d'être choqué, de pas me reconnaître, d'être dénaturé. Et finalement, de face, c'est moins long. De profil, c'est moins prononcé. En plus, c'est pas mal, quoi. J'ai eu de la chance, on va dire, ouais. Alors, parce qu'on avait une jeune femme qui avait témoigné après, justement, vous l'avez entendu, dans l'émission, et qui nous disait que, pour vous prévenir, elle avait fait aussi une rhinoplastie, et elle disait que dans les premiers temps, elle avait été extrêmement déçue. Parce que oui, c'est vrai. Ça gonflé au niveau du nez, je voulais dire. Oui, parce que ça fait gonfler. Enfin, c'était tuméfié. Donc vous n'avez pas eu ce sentiment-là, heureusement. J'ai le nez gonflé. Le docteur me l'a dit. Oui, vous parlez du nez. C'est pas le dire, mais on entend encore. C'est normal. Vous n'avez pas votre voix tout à fait normale encore. C'est un peu tuméfié. On entend un petit peu. Vous avez une voix. C'est normal. Les tissus doivent être un peu. Ah bah oui. D'accord. Je vais pas vous créer un complexe supplémentaire, mais on entend. C'est normal, mais c'est normal que vous avez. Attendez, c'est récent. Les tissus doivent être un peu tuméfiés encore. Oui, je sais. Ça altère un petit peu la voix, oui. C'est logique. Oui, ça va revenir tout ça. Ouais, pour ce qui est de ce que Sophie avait dit, oui, en effet, donc j'ai le nez. Oui, c'était Sophie. Oui, c'est ça. J'ai des bleus sur le nez, c'est un petit peu tuméfié, comme vous dites, mais malgré ça, comme j'ai eu de la chance apparemment de tomber sur un chirurgien particulièrement bon, même si c'est gonflé, moi j'ai pas remarqué que c'était gonflé en fait. Il m'a dit que c'était gonflé quand je me suis regardé dans le miroir, mais j'ai pas trouvé ça si gonflé que ça. Je l'ai trouvé quand même un peu petit. Donc c'est vrai que là c'est gonflé. Quand ce sera pas gonflé, ce sera encore plus petit en fait. Donc pour quelqu'un qui a le nez gonflé, ça va, j'ai pas trop à me plaindre, quoi. Bon, il m'a quand même mis des stéristrips sur le nez parce que je voulais pas trop voir les bleus. Il m'a conseillé de les garder quelques jours, mais
je m'en tire pas trop mal, on va dire. Bon, alors donc ça y est, l'angoisse est retombée. Oui, Vous mais êtes soulagé. Oui, c'est ça, mais je voulais Bon, pas tant mieux. je voulais pas tant vous parler de la rhinoplastie et des détails de ce dont j'avais déjà parlé avec mon médecin que de ce qu'il a amené en fait. Comme j'avais dit avec votre collègue avant le début de l'émission, donc si vous avez encore un peu de temps, j'aurais voulu vous parler de ce qui est en 2011, parce que tout s'est décidé en 2011 en fait récemment de ce qui m'a décidé à recourir à cette rhinoplastie en fait. Ah, allô ? Alors c'était oui, je vous écoute. En fait, on va pas, comme je vous ai dit, j'ai pas trop envie de me victimiser, mais j'ai quand même envie de comprendre pour tourner la page, parce que la rhinoplastie est faite et toutes les névroses qui l'ont générée, donc pas loin aussi, quoi, on va dire. C'est juste que, j'ai toujours eu cette sensation, assez désagréable et peut-être pas forcément justifiée, vous allez me le dire, peut-être que depuis que j'ai 14-15 ans, j'ai l'impression que les filles, en fait, elles vont me choisir plus ou moins, mais soit elles vont finir par me quitter pour un autre, soit elles vont finir par me quitter parce que je suis pas taillé pour être l'homme de leur vie, ou alors mais je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé, pas je vous le dis pas gratuitement, quoi, en fait. Parce que à choisir, j'ai pas toujours été celui qui a été choisi et je l'ai assez mal vécu. Et j'ai toujours rapporté ça au physique, quoi. Donc je me suis dit John, faut être beau, quoi, en fait. Voilà. Il faut être beau pour ne pas être quitté. Faut être beau pour être choisi, pour ne pas que les filles m'en préfèrent un autre, en fait. Bon, si ça ne vous inspire rien, on peut passer à autre chose, mais bon. Je réfléchis, vous permettez ? Bien sûr, excusez-moi. Ouais. Vous voyez, il faut vraiment tout de suite... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je pense d'ailleurs vous avoir répondu la dernière fois à ce sujet. Par rapport à ça. Oui, vous me disiez qu'une fois la rhinoplastie faite, je serais sûrement mieux dans ma peau, oui. C'est ce que vous me disiez, oui. Oui. Alors votre questionnement persiste. C'est-à-dire ce fait d'être choisi. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, d'être choisi ? D'être celui qui doit être choisi. Choisi par qui ? Voyez, être... pour aller plus vite, je me suis toujours senti comparé aux autres. Oui, ça suppose ça. Ça suppose qu'il y a une notion de comparaison. Hein. C'est ça qui est à mon désavantage jusque-là, oui. Et dans votre famille, vous avez des frères et sœurs ? Oui. Frères, sœurs ? Oui, un de chaque, oui, tout à fait. Un frère, une sœur ? C'est ça. Excusez-moi, oui. J'ai un frère et une sœur, oui, donc c'est ça. Et là, est-ce que vous étiez comparés ? Comment ça se passait entre vous ? Non, le problème ne venait pas de la famille, en fait. Je pense pas que... Non, c'est juste que, si vous voulez, je voulais pas trop le dire, mais j'ai une fille qui m'a bien fait explicitement comprendre. Vous me donnez, c'est difficile parce que vous me donnez un peu des informations au compte-gouttes. Donc ça, je sais que vous avez une fille qui vous a effectivement, ça a été compliqué pour vous au moment de l'adolescence. Vous m'en avez parlé. C'est bien plus récent que l'adolescence. C'est 2010-2011 et c'est ce qui m'a amené à faire la rhinoplastie. En fait, c'est trois filles qui m'ont fait comprendre qu'elles préféraient d'autres garçons que moi parce qu'elles ont eu l'opportunité à un moment où elles étaient célibataires de sortir avec plusieurs garçons. Et donc, elles m'ont fait comprendre, l'une d'entre elles et pour les autres, j'ai compris que c'était pour le physique qu'elles avaient préféré ces autres garçons. Oui, mais vous êtes enferré dans cette idée. Alors, c'est vrai que vous avez c'est compliqué et déjà avec vous. Alors, j'avais tenté d'en parler un petit peu avec vous sur le fait que quand on a un complexe, on est vraiment focalisé sur, ça peut être ses seins, la taille de son nez, sa taille, son poids. Bon. Malheureusement, les complexes peuvent parfois être justifiés quand la fille vous dit tu ne m'attires pas physiquement. Voilà, donc vous voyez, je préfère ce genre. Voilà. Alors effectivement, quand la fille vous dit tu n'es pas mon style, oui, on ne peut pas être le style de tout le monde déjà. Parce que sinon, ça serait un enfer sur Terre. Hein, si, voyez, si on était tous attirés par le même style, heureusement qu'il y en a pour tous les styles.
hein, après tout. Mais souvent, c'est lié aussi parfois à son histoire, à la façon dont on a été regardé. Et ça, c'est vrai que bon, vous le balayez un peu d'un revers de main, comme là, vous me dites non, c'est pas lié à mon histoire, c'est pas lié à ma famille. Bon, moi, je reviens sur le fait d'être choisi, comme si pour être choisi, il fallait être beau. Bon, s'il y avait que les beaux. En tête, oui, c'est ça. Oui, vous avez cette idée. Oui, Donc, voilà. bon, alors, si vous êtes beau, mais effectivement, qu'à côté de ça, vous n'ayez que cette qualité-là, bon, ce qui est déjà pas mal en soi, hein, vous avez un physique très agréable, mais, finalement, une conversation pas des plus intéressantes, on pourrait dire qu'on va vite s'ennuyer avec vous. Tout à fait. Vous voyez, ça peut. Bon, alors finalement, on peut passer un moment très agréable parce que vous avez une plastique agréable, mais au bout d'un moment, vous voyez, pour un dîner, bah, je me dirais, je préfère dîner en compagnie d'un homme qui a une conversation, de la répartie, de l'humour. Bon, alors effectivement, peut-être que pour dans une soirée, m'afficher au bras d'un très bel homme, c'est assez sympathique. En tant qu'amant. Ouais, il peut être très beau, mais très mauvais amant. Enfin, vous voyez, après, tout dépend les qualités que l'on souhaite. Hein. Alors, vous me direz, on peut être beau et intelligent et avoir de l'humour. Hein. Après tout, que demande le peuple? Si on a toutes les qualités, c'est très bien aussi. Mais vous semblez mettre, c'est-à-dire dire qu'il y a la beauté. Donc, pourquoi, chez vous, ça prend autant d'importance? Et c'est pour ça que j'essaie de comprendre comment, dans votre histoire personnelle, pourquoi ce critère-là a pris autant d'importance. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de comprendre. Alors c'est vrai que là, vous me donnez très peu d'éléments pour comprendre, donc j'ai du mal à vous aider. Je comprends, excusez-moi de vous faire un petit peu ramer, mais dans ce cas, je vais vous le dire d'une traite. Alors Caroline, en fait, j'ai 28 ans, je suis sorti avec 3 filles dans ma vie et 12 m'ont dit non à cause du physique. D'accord. En fait. Voilà. J'en ai une bonne douzaine qui m'ont dit non, tu ne plais pas physiquement en fait. Elles m'ont bien fait comprendre que c'était pour le physique. Donc quand vous approchez la trentaine, que vous avez connu 3 histoires, 12 échecs et que une dizaine de fois on vous a renvoyé à votre physique, et si vous ajoutez à cela le fait que mon nez était un petit peu prononcé aussi d'une face comme de profil, c'est ce qui m'a amené à ça. Donc voilà ce qui, dans mon histoire personnelle, m'a amené à me focaliser sur le physique, en fait. C'est parce que plus d'une fille m'a dit que je n'étais pas son style physiquement, que je n'étais pas attiré, qu'elle n'était pas attirée par moi physiquement. Le mot physiquement a été employé, en fait. Voilà, et alors, est-ce que Brigitte vous pose une question? Est-ce que vous avez eu le sentiment de plaire à quelqu'un? Est-ce que, voilà. Plutôt parce que vous vous focalisez là sur les échecs, est-ce que vous avez eu le sentiment, une fois, de plaire à quelqu'un? Non. Non. Jamais. Non. D'accord. Je préfère vous le dire. Hein, non, mais c'est clair. Alors, justement, il y a Cathy aussi, je trouve c'est très, très percutant ce qu'elle dit. Elle dit, vous pensez plus à être choisi, finalement, que vous choisir. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous voulez être choisi, vous pourriez vous choisir. C'est-à-dire que vous sortiriez, comme elle le dit, de votre passivité. C'est vrai que c'est très passif de dire je veux être choisi. Pourquoi vous ne seriez pas plus actif? Cathy se trompe un petit peu, mais en même temps c'est normal vu qu'elle ne connaît pas le déroulement de mon histoire. Tout le monde se trompe finalement. Hein. Ah non, je dis pas. Mais c'est ce qui est intéressant, John, parce que depuis le début, au fond, c'est là un peu peut-être une de vos difficultés, c'est que vous êtes enfermé dans une certitude. Vous êtes enfermé dans la certitude que vous ne plaisez pas. Et vous allez me dire, oui, forcément, puisque je ne plais pas. Mais le problème, c'est que vous plaisez pas vous-même. Et tout est focalisé sur ce narcissisme comme ça qui est en creux, en défaut, quoi. Donc vous misez que sur ça. Alors bon, vous allez bien voir maintenant si avec ce nouveau né, ça va être une renaissance pour vous et que subitement là, les filles vont vous choisir. Je l'espère. Mais j'ai l'impression qu'il y a un travail de fond derrière. C'est possible, mais comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'on m'a envoyé au physique très régulièrement.
Vous savez, il y en a d'autres qui sont renvoyés à leur physique aussi dans un autre sens. Quelqu'un d'ailleurs le dit, la beauté est une prison autant que la laideur, elle enferme aussi. Parce qu'il y en a qui sont aussi renvoyés à leur physique. Alors vous me direz, ceux-là on va pas les plaindre. Vous, peut-être vous direz, parce que justement on ne voit d'eux que leur physique. Il y a des femmes, notamment des très jolies femmes, je pense à des mannequins. On va pas les plaindre non plus. Écoutez, non, évidemment, il vaut mieux faire envie que pitié. Voilà. Mais pour autant, avoir une très très belle plastique, un très beau visage et autres, parfois certaines ne vont voir que ça de vous aussi. Voyez ? Et ne vont pas forcément aller chercher derrière d'autres qualités. Oui, à ce moment-là, ce serait... Et parfois, ça peut être un peu la facilité. Ah ben oui. Bien sûr. Mais pour ce que disait Cathy, je vous dis très rapidement que j'ai été actif à toutes les filles dont je vous ai parlé. C'est moi qui ai toujours fait le premier pas. Il n'y en a pas une seule qui est venue vers moi. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi que voilà. Alors, il y a Laurence qui dit, j'aime bien son point de vue, elle dit changer de nez n'implique pas changer l'estime que l'on a de soi. Vous ne pouvez pas être beau pour tout le monde. Acceptez-le. Aimez-vous, vous tel que vous êtes. Ce qui est important, c'est ça, c'est que à un moment, c'est que quelqu'un, vous déjà que vous vous aimiez un peu plus et que quelqu'un ou quelqu'une vous trouve beau. À un moment, ça ira mieux, vous. Parce que c'est l'important, elle a raison, Laurence. C'est pas, voilà, de toute façon, on pourra jamais, personne pourra, toutes les femmes, elles vont pas vous trouver beau, voilà. Mais l'important, c'est qu'à un moment, une vous renvoie ce regard-là. Et je pense que c'est ce regard qui vous a manqué, John. Et que vous cherchez aujourd'hui, terriblement. Ça ne fait aucun doute. Vraiment, que vous cherchez de façon frénétique. Ouais, vous n'êtes pas la première à me dire ça. J'avais déjà discuté avec une amie à moi l'année dernière. Il y a vraiment un besoin comme ça. C'est au-delà de la reconnaissance. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme un miroir qu'on vous tendrait en disant, voilà, tu es beau, mais ça va au-delà de la beauté, de l'apparence physique. Il y a quelque chose de tu es beau d'une beauté, d'être aimable. Vous sentir aimable, vous sentir digne d'être aimé. C'est quelque chose c'est là où je dis, de très profond. Et j'espère vraiment que vous allez prendre confiance en vous et vous sentir digne d'être aimé. Vous voyez que ça va vous permettre de vous sentir digne d'être aimé. Et que vous allez vous sentir vous déjà mieux, plus apaisé. Et que vous allez du coup rencontrer quelqu'un, une femme qui va vous renvoyer cette image, vous faire que vous trouviez beau, mais que ça vienne aussi un peu de vous, parce que si ce n'est que dans le regard de l'autre, voyez, l'autre à un moment il peut venir à manquer, donc il faudrait pas que ça vous plonge à nouveau dans cette souffrance. C'est pour ça que je dis peut-être que ça vaudrait la peine d'y travailler un petit peu. Mais en tout cas, j'espère que cette intervention va vous y aider. Et je suis contente que ça vous plaise, en tout cas. C'est un bon début. Bonne chance alors pour la suite, John. Au revoir. Tout à fait. Merci à vous aussi. Bonne continuation. Au revoir. Allez, pour John, des SMS qui arrivent au 739 21. Un message qui dit j'ai eu une fois une relation sexuelle avec un homme que je trouvais laid au départ. Et puis sa voix, ses yeux m'ont rendu complètement folle de lui. Comme quoi, ayez confiance, l'amour, c'est avant tout une surprise. C'est vrai, c'est très juste. Cyril dit je suis plutôt pas mal, je pense même être quelqu'un de bien, mais ça ne fait pas tout. Si vous vous aimez, on vous aimera. Cathy qui dit il n'est pas bon dans vos conquêtes de renvoyer une quête. Gabriel des Hauts-de-Seine qui dit que John se rassure, qu'il pense à Serge Gainsbourg, Serge Gainsbourg ne s'aimait pas physiquement, se trouvait même laid, et pourtant ça l'a pas empêché d'avoir les plus belles femmes. Et il avait beaucoup de charme, moi je trouve personnellement, mais bon. Il y a, et quel talent surtout, et il y a également First Lisa qui envoie un petit message en disant Vincent Cassel a un grand nez et pourtant il a séduit Monica Bellucci alors que John se rassure. Bonsoir Christine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci.
J'appelais suite au témoignage de Romain, Romain, c'était le jeune homme que nous avions eu en première heure et qui venait d'être quitté par sa femme. Voilà. Oui. Oui. Alors donc, moi, je ne vous raconte pas ma propre histoire, mais je vous raconte l'histoire de ma fille. Ma fille s'est mariée, ils ont essayé d'avoir un enfant, ils ont fait 3 fécondations in vitro, 3 FIV, qui ont échoué. Il s'est avéré à la suite de ça que c'était mon gendre qui était stérile. Donc ma fille lui a demandé d'être fécondée sous X, parce qu'elle ne voyait pas pourquoi il lui interdisait le fait d'être mère. Ouais. Mon gendre a refusé et ils se sont séparés. En bonne intelligence, en se disant on prend du recul, voilà. Oui, parce que votre gendre ne voulait pas que ce soit un donneur anonyme. Anonyme, et ma fille, elle ne voyait pas pourquoi elle refusait ce droit d'être mère. Oui. Donc ils se sont séparés en bonne intelligence, en restant en contact. Ma fille a déménagé, elle a trouvé du travail. Oui. Et un soir, ma fille me téléphone toute guillerette. J'ai dit, toi, il y a des bonnes nouvelles. Je dis, à mon avis, tu es retournée avec ton mari. Elle me dit oui. On est retournés ensemble. Je dis, c'est une excellente nouvelle parce que personnellement, je n'avais rien contre lui. Et à la suite de ça, est née une petite fille de façon naturelle. Et 2 ans après, des petits jumeaux de façon naturelle. Ah oui, c'est incroyable ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Et le 10 mai, nous fêtons la communion de leur aîné. Ah, c'est formidable. Oui. Et alors mon gendre, donc, c'est terriblement documenté par Internet et tout ça. Oui. Et on lui a donc dit que le fait de porter des slips tenait les spermatozoïdes au chaud. Et qu'il fallait qu'il essaye de mettre des caleçons, de façon à faire baisser la température des spermatozoïdes. Ce qu'il a fait. Ah oui ? Oui. Et voilà, nous avons 3 Ce qu'il a fait dans l'intermède, dans le... Oui, tout à fait, tout de suite. Tout de suite, il l'a fait. Il s'est mis à porter des caleçons et nous avons une petite Axel et nous avons Thomas et Romain. Ça se joue un peu, mais ça j'avais lu que effectivement c'était pas une force. Il fallait pas que ça soit trop chaud, que la température soit trop chaude. Voilà. Et remarquez, il y a des hommes qui ont porté des slips toute leur vie, ça les a pas empêchés d'avoir des enfants. Il paraît que c'est pas très bon que les testicules sont trop près du corps plus, et donc le port des jeans. Ben oui, parce que c'est trop, c'est serré, donc c'est trop près du corps et donc bon. Voilà, donc je voulais... Donc avis au mâle, le port du caleçon est fortement conseillé si vous voulez avoir des bébés. Je voulais simplement apporter ce petit témoignage parce qu'il se solde de façon merveilleuse. Ah c'est un très joli témoignage. Et que ce couple est très Pas pour les heureux. fabricants de slips, mais pour... Et que ce couple est très heureux et très uni. Bon, écoutez, c'est formidable. Oui, ça donne beaucoup d'espoir. Voilà, et donc, vous voyez, ils se sont séparés, mais ils se sont remis ensemble. Les 3 enfants sont nés, donc voilà. Il y a... écoutez, merci beaucoup d'avoir appelé, Christine, parce que c'est une jolie histoire. Oui. Moi je la trouve très belle. Oui, c'est une belle histoire, oui. Donc comme ça, vous avez 3 petits-enfants. Moi, j'en ai 10 en tout. Oula, 10 oui, alors j'étais loin du compte. Oui, mais enfin, disons que ces 3-là, ça a été... on les a crus un peu inespérés. Et vous voyez, il y a même eu des jumeaux. Alors donc... D'accord. Alors que rien ne laissait préserver aux jumeaux et des enfants en pleine santé... sans aucune déficience. Enfin, mais écoutez, merci beaucoup pour ce beau témoignage, Christine. Merci. Ça fait du bien à entendre. Merci beaucoup. Merci et vive les caleçons alors. Voilà, vive les caleçons. Au revoir, au revoir Christine. Merci de votre émission. Merci, au revoir. Je comprends mieux pourquoi dans le best-of de Laurent Ruquier, j'ai entendu cet après-midi qu'ils étaient tous... il y avait même Pierre Bénichou nous montrait qu'il portait un caleçon. Il y avait Willy qui arrivait, je crois que c'était...
C'était, je sais plus. Enfin, je suis arrivée en plein moment. J'écoutais. Ils étaient tous. C'était là une grande scène de striptease collectif où tous les garçons qui étaient présents se mettaient en caleçon. Voilà, je comprends mieux pourquoi. C'est franchement reconnu. Il y a eu des études écoutez, voilà. faites, voilà. Alors donc, si vous pouvez transmettre ce message à C'était Stevie, oui, qui nous. Bon, j'avais pas vu ça, mais enfin, ils en parlaient dans le best-of de Laurent Ruquier cet après-midi. Merci en tout cas d'avoir appelé. Au revoir, Christine. Bonne soirée. Au revoir.